des maltraitances que subissent les êtres humains à travers le monde, où notre ONG CADD est accrédité auprès de l'ECOSOC à l'ONU, et nous ne cessons pas de recevoir des rapports un peu partout que nous essayons d'adresser aux instances onusiennes afin que des résolutions puissent être prises dans le sens de la protection des droits humains. Mais peine perdue parce que l'ONU, comme vous le savez, ne sont pas quand même des médecins qui sauvent avant la mort, mais on l'a aussi qualifié de médecin après la mort, et c'est toujours quelque chose qui est triste dans notre monde. On attend que les crises se passent avant de prendre des résolutions avec quelques notes pour condamner, alors que l'ONU devrait s'adonner à la tâche de la prévention des conflits et des risques, mais l'ONU vient toujours après le déluge. Et c'est quelque chose qui est écœurant, qui fait en sorte que les guerres, les crises sont un peu partout. Et aujourd'hui, comme vous le voyez bien sur la page TikTok, sur la page Facebook, on ne peut pas le graver, mais je viens de l'écrire. Là, on est au 30 juillet. Le 30 juillet est décrété comme journée mondiale contre la traite des êtres humains. Journée mondiale contre la traite des êtres humains. Quand nous lisons ça, ça nous renvoie du tout à notre histoire macabre qui est le trafic triangulaire, la déportation des Africains vers les Antilles, vers l'Amérique du Nord, cette déportation qui a laissé une marque indélébile sur le peuple noir, et nous ne cessons de rappeler ces faits historiques à notre peuple, parce que aujourd'hui, la nouvelle génération ne cesse de se poser la question: pourquoi pas nous on est discriminés, pourquoi pas on n'est pas évolué, l'Afrique, c'est quoi l'Afrique, pourquoi pas personne ne songe aller en Afrique, et comment on pense aller aux États-Unis, on pense aller en France, on pense venir en Europe, pourquoi l'Afrique n'attire pas? Mes chers amis, c'est faux. L'Afrique attirait bien les autres. C'est les autres qui étaient venus chez nous, chercher de quoi manger, chercher de quoi se développer. Raison pour laquelle ils ont réussi à pratiquer la traite des Noirs. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet, journée mondiale contre la traite des êtres humains. On ne peut pas se passer de cette journée sans penser ou bien sans parler de la traite des Noirs. Dans tous les traites des êtres humains que le monde a connus, l'esclavage pratiqué sur le peuple noir reste un fléau capital qu'on doit toujours ramener autour des débats, dans les débats, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage n'a jamais été indemnisé. L'esclavage n'a jamais été indemnisé, alors que 400 ans d'esclavage sur le peuple noir, c'est ce qui a affaibli profondément le peuple noir, et plus de 150 ans de colonisation et presque 60 ans de néocolonisation. Tous ces aspects historiques nous ont mis à terre, et il faut le dire. L'Afrique s'est rabaissée à partir de l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et nous devons, je ne comprends pas les Noirs, quand nous sommes en train de comprendre, ou bien on a compris ce qui a affaibli le continent africain, le peuple noir, pourquoi ne mettons-nous pas
ensemble pour réclamer justice et indemnisation. Et tous les Africains, ce que nous avons fait, c'est fuir encore le continent pour venir en Europe chez nos bourreaux. Ça, il faut le dire, il faut le mettre entre guillemets. Nous, aujourd'hui, nous préférons aller chez nos bourreaux, aller chez ceux qui nous ont détruits, aller chez nos accusés pour refaire notre vie. C'est ça qui est le drame historique aujourd'hui, le drame de la génération actuelle, c'est le fait que le noir court et va embrasser son bourreau, soit disant que c'est chez son bourreau qui se sent mieux. Et effectivement, on se sent mieux. On se sent mieux. On se sent mieux chez nos bourreaux. Quand on quitte, on fuit encore l'Afrique pour venir ici, on se sent mieux parce qu'il y a des lois qui nous protègent un peu. Et chez nous, il n'y a pas de loi. Alors que nous avons subi plus de 400 ans d'esclavage, plus de 150 ans de colonisation et presque 60 ans de néocolonialisme. Et nous sommes incapables de rester chez nous pour créer des forces et réclamer justice et indemnisation. C'est ça. On n'a pas besoin de vendre nos matières premières à nos bourreaux pour avoir l'argent, pour se développer. C'est faux. Le fait que le gouvernement vienne demander de l'argent, ils viennent faire des prêts dans la Banque mondiale et ses consorts, soit disant que pour développer nos pays, c'est un faux sujet, c'est un faux débat. On n'a pas besoin de prêts. Ces prêts-là qui endettent le continent et le peuple noir, on n'en a pas besoin. On a besoin plutôt de réparation historique. Et cette réparation historique, c'est l'indemnisation des 400 ans de période de traite des Noirs, de 150 ans de colonisation et presque 60 ans de néocolonialisme. Si on nous indemnise avec ces périodes, avec tous ces faits, on n'a plus besoin de vendre nos matières premières aux Occidentaux. Ça, c'est clair. On n'a plus besoin de vendre nos matières premières aux Occidentaux pour prétendre avoir de l'argent, pour se gérer, pour se développer. Donc, mes chers amis, vous voyez comment on nous a biaisés. Nous avons été baisés quand on nous donnait l'indépendance. Après, on nous fait croire que, voilà, vous êtes indépendants, maintenant, venez faire des prêts. Et nous savons bien que l'Afrique n'a aucune dette vers une banque étrangère. L'Afrique n'a aucune dette. On n'a aucune dette. Thomas Sankara l'a bien dit à une conférence à l'ONU que celui qui sait qu'il a une dette n'a qu'à aller payer sa dette. Que lui, il n'a aucune dette envers qui que ce soit. Et c'est vrai, l'Afrique, le noir n'a aucune dette envers l'Occident. On n'a aucune dette. Plutôt, c'est eux qui ont des dettes envers nous. La dette de l'esclavage, la dette de la colonisation, la dette du néocolonialisme, mes chers amis. Et nous, les Africains, on ne sait pas, on se mélange les pédales et on est là en train de crier que voilà, on cherche des États pour se développer alors que nous avons tout. Les autres ont des dettes envers nous, mais aujourd'hui, c'est nos États, nos gouvernements qui courent derrière les Occidentaux, soi-disant aller faire des prêts dans des banques étrangères pour développer nos pays. C'est un faux problème. Vous ne voyez pas que c'est un faux problème? C'est un faux problème. Les gens sont venus chez nous, nous esclavagiser. Les gens ont pratiqué la traite des êtres humains, la traite des Noirs sur nous. Aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes 30 juillet et on parle de journée contre la traite des êtres humains. La traite des êtres humains. Nous ne pouvons pas passer au bien fait fi de la traite des Noirs. On ne peut pas. Il fallait même dire, journée contre la traite des Noirs, parce que c'est cette traite-là qui est la plus pointue dans l'histoire que le monde a vécu. La traite des Noirs, 400 ans d'esclavage,
mes chers amis, et nous sommes là à faire autre chose que de réclamer de droit ce qui nous revient. Ce qui nous revient, nous devons plutôt nous organiser à réclamer justice et réparation de ce temps honteux que fut la période de la traite des Noirs. Et nous sommes là simplement à crier, parce que ça ne va pas chez nous, on fuit nos pays pour venir se refaire chez nos bourreaux. Vous ne voyez pas que c'est un problème, alors que dans l'histoire, en Occident, ils ont réparé tous les faits malveillants que le continent ou bien que l'Occident a connus. Ils ont puni l'Allemagne. L'Allemagne a payé pour ce qu'elle a fait. Ils ont puni tous les collaborateurs du nazisme. Ils ont puni et continuent pas à les rechercher. Quand on les attrape, on les juge, on les condamne. Vous voyez? Et puis nous, les Africains, nos États sont là, ils font rien, ils défendent pas leur peuple. Ils sont là, comme on les appelle, les laquins des Occidentaux, les sous-préfets de la France. Ils sont là, ils font rien. Ils veulent toujours être là comme président de la République à l'image des Occidentaux. Moi, c'est un faux problème. C'est un faux problème de s'habiller comme les Occidentaux, de faire des constitutions à l'image des constitutions occidentales et de les planquer à nos États. C'est affreux. C'est très affreux. Mes chers amis, nous sommes dans un combat et nous disons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que depuis fort longtemps, on nous a fait cette guerre et cette guerre n'a jamais eu une fin. Depuis qu'ils ont pratiqué l'esclavage, ils l'ont transformé en colonisation et aujourd'hui, c'est transformé en néocolonialisme. Ça fait en sorte que, à l'état de au sommet de nos États, c'est leurs amis, c'est ces deux occidentaux à peau noire qui nous gouvernent. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de bataille contre l'impérialisme occidental en Afrique. Et c'est ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Et nous devons soutenir ce combat de l'AES, peu importe si tu es Togolais et qu'on se dit que les Togolais sont lésés dans l'histoire, parce que voilà, Faure Gnassingbé aurait permis à l'AES de respirer et que les Togolais sont fâchés. Ça nous blesse. Mais il faut voir le combat. Où se situe le combat? Quand on situe le combat contre l'impérialisme, les Togolais ne devaient pas quand même se fâcher, se mettre en colère. Les Togolais ne devaient pas se mettre en colère parce que la naissance de l'AES, c'est lave l'affront du continent noir. Ça lave notre affront. Ibrahim Traoré aujourd'hui est courtisé par des grandes puissances. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un noir se fait respecter. Et on a vu comment la Russie envoie sa sécurité pour faire déplacer l'homme noir Ibrahim Traoré chez lui. Mes chers amis, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Ça veut dire qu'il y a un début de respect envers l'homme noir. Et moi, bien sûr, je le dis, les Togolais, franchement, nous sommes malheureux, c'est tout. Nous sommes malheureux. Nous avons commencé la bataille depuis les années 90. On a été au front. On a montré nos bravoures face à l'acquisition de la démocratie et on n'a pas réussi. Les autres peuples se sont levés 2 jours, 3 jours. Ils ont eu gain de cause. Nous sommes simplement un peuple malheureux. Voilà. Qui finit par servir l'AES pour que l'AES soit ce que il est aujourd'hui. Bien sûr que nous sommes contre la gouvernance au Togo, nous sommes contre Faure Gnassingbé, nous ne voulons pas parce que le gars là, le gouvernement pas bien, mais il a fait un geste historique qui a permis à l'AES de respirer et de s'imposer sur l'échiquier mondial aujourd'hui. Donc, mes chers amis togolais, nous sommes que des malheureux et nous ne pouvons que se plaindre et ça, on le fait. Mais nous devons aussi comprendre où se situe le combat. Aujourd'hui, 30 juillet, journée mondiale contre la traite des êtres humains et nous devons situer la traite des êtres humains
dans le contexte historique où le continent, le peuple noir, a subi 400 ans de traite humain, traite des Noirs. C'est aujourd'hui que nous devons voir où se situe notre combat. Donc, l'Occident, ayant fait ça, cherche à se protéger et met à l'État, au sommet de nos États, des éléments qui leur permettront de pouvoir se justifier. Donc, ils ont mis à la tête de nos États, voilà, des blancs à peau noire qui perpétuent leur besoin, leur sale besoin que je peux dire. Et à la tête du Togo, nous avons Faure Gnassingbé qui est partout, qui veut faire plaisir à tout le monde. Il est avec la Russie, la France, la Turquie, dans toutes les sauces. Et on le dit bien, si tu n'es ni chaud ni froid, on va te vomir. Un beau jour, il va tomber dans son jeu. Et c'est là que le Togolais, on doit être aguerri, on doit être aux aguets, on doit guetter Faure Gnassingbé parce que un beau jour, il va tomber dans son jeu. Et si nous ne sommes pas prêts, voilà. On n'était pas prêts quand il y a des mains morts en 2005. L'opposition était là, il s'est coiffé, il fait rien. Il se tiraillait dessus, il voulait avoir la poste de Yadema. Ils ont oublié que Yadema était malade. Nous, on nous faisait savoir déjà à l'université que Yadema souffrait de cancer de la gorge. On devait thématiser, dire que ce monsieur va finir bientôt. Et rien n'est fait. Yadema meurt, vide politique. Il y a un coup de force militaire. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On n'avait pas de plan B. Il n'y avait que le seul plan 1, aller aux élections, gagner Yadema. Aller aux élections, gagner Yadema. On va aux élections, on nous vote. Et Yadema fait tourner à rond l'opposition. Et on n'avait pas de plan B jusqu'à sa mort. On a mis en place Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, le peuple, les gens ont cru. Tu vois, les leaders de l'opposition, au lieu de dire non à ça, ils ont fini par accepter. Une fois Faure Gnassingbé arrivé, gouvernement d'union nationale, où on a envoyé Agbo-Ibok, qui est devenu premier ministre, une année, ils l'ont éjecté. Après, c'est fini. Ils nous ont eu, Faure Gnassingbé a fait 20 ans au pouvoir. Ouattara annonce son 4e mandat. Et nous sommes quel peuple aujourd'hui? Nous sommes quel peuple au monde? Quel type de peuple, nous, les Africains, nous, qui fûmes constructeurs de grandes pyramides, nous sommes devenus quoi aujourd'hui? C'est ça la question. Nous sommes devenus quoi? Tout le monde dans sa chapelle, soit disant que, ouais, moi je me bats pour la Côte d'Ivoire, je me bats pour le Togo. Mais non! Il y a une guerre contre le peuple noir. Il n'y a pas une guerre contre les Togolais. Il n'y a pas une guerre contre les Ivoiriens. Il n'y a pas une guerre contre les Ghanéens. Il n'y a pas une guerre contre les Maliens, les Sénégalais. Il y a une guerre farouche contre le peuple noir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Haïti? Dans les Antilles, là. Comment il s'appelle, là? Kanak ou bien quoi, là? Voilà. Partout, le noir, il est condamné. On lui livre des guerres. Partout où nous sommes. Même en Occident, nous qui avions fui nos États, soi-disant, nous sommes venus demander l'asile chez les autres, il y a une guerre contre nous. Il y a encore une guerre contre nous ici. Même si on nous dit qu'on est libre, ils nous donnent des papiers de travailler. Mais on occupe quel poste? Tu cherches du boulot, tu n'arrives pas à trouver. Des noirs docteurs se retrouvent dans des homes de personnes âgées. Les noirs docteurs se retrouvent dans des usines avec des gens qui n'ont jamais fréquenté. Et ils sont ensemble là-bas avec le même salaire. Mais comment tu peux vous imaginez un docteur qui se retrouve dans une usine, qui travaille avec un noir qui n'a jamais mis pied à l'école avec le même salaire. Comment ce docteur peut illuminer, peut encore parler
à cet Africain qui n'a jamais mis pied à l'école pour comprendre les enjeux mondiaux. C'est ça. Donc, on nous livre une guerre partout. On nous livre une guerre partout. C'est ça le travail. Donc, la bataille, c'est contre l'impérialisme. On doit sauver l'Afrique. On doit sauver le peuple noir. Donc, les Haïtiens, hein, partout où sont les Noirs, partout où il y a le peuple noir, nous devons créer une synergie entre nous. Les Noirs en Mauritanie, ils sont discriminés. Les Noirs dans les pays maghrébins, il y a des Noirs en Algérie, il y a des Noirs en Tunisie, il y a des Noirs marocains. On a des Noirs, je pense encore, en Australie. Partout où sont les Noirs, on est en guerre en réalité. On nous laisse quelques espaces de liberté et nous sommes contents que c'est le paradis, l'Eldorado. Non, non. Même les Blancs ne nous comprennent pas. Les Blancs ne nous comprennent pas. Parce que c'est leur système, le système occidental, qui nous livre la guerre. Et les citoyens occidentaux le savent bien. Mais ils ne comprennent pas pourquoi nous, on ne sait pas, nous ne savons pas que nous sommes en guerre. Oui. Les citoyens occidentaux s'étonnent de nous voir rigoler tout en jouir des miettes que nous recevons ici. Alors que tu reçois ton salaire, après 2 semaines, c'est fini. Tu attends. Le noir ne fait jamais d'économie à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est le 30, 31. Si Dieu pouvait ouvrir les comptes des Africains en Occident, vous allez voir. Les compteurs sont à zéro. Les compteurs sont à zéro. Oui, c'est comme ça qu'on nous a soumis. C'est ça. C'est dans cette catégorie qu'on nous a mis. La majorité des Africains qui travaillent en Europe, là, à la fin du mois, le 30 et le 31, nos comptes bancaires, le chiffre est à zéro. Il n'y a que quelques, ça n'atteint même pas 10% des Africains qui ont de l'argent sur le compte en Occident. C'est normal parce que nous sommes dans la classe moyenne. Et plus bas encore, parce que beaucoup n'ont pas la formation qu'il faut, le minimum qu'il faut pour que, voilà, tu puisses avoir le minimum vital. On vit en dessous du minimum vital en Occident. Ça, c'est clair. On travaille, le salaire est là, mais à la fin du mois, il n'y a rien sur le compte. Il n'y a rien sur nos comptes. Alors que les Occidentaux, qui ont eu les formations de base, voilà, ont le minimum vital. Leur salaire, à la fin du mois, quelque chose reste pour les vacances et autres. C'est pourquoi les Noirs peinent à aller en vacances. On n'arrive pas. Et le peuple noir doit comprendre où se trouve l'enjeu de sa faiblesse. L'esclavage n'est pas fini. La colonisation n'est pas finie. Et le néocolonialisme continue. Ça veut dire que on nous traite encore. Il y a encore la traite des êtres ou bien la traite des Noirs continue. Maintenant, on ne vient pas avec les bateaux nous chercher en Afrique, mais ils créent des systèmes pour que nous-mêmes, voilà, on fuit nos pays pour venir dans leur appât, dans leur NAS. Et quand nous sommes ici, au lieu de réfléchir, au moins nous sommes protégés. C'est quand même un confort. Nous devons transformer ce confort en force pour aller libérer nos continents. Pour aller libérer notre continent. Mais le noir se plaise tellement de ce petit confort et il laisse les choses aller. On veut plutôt créer d'autres occasions pour faire venir nos familles, pour faire venir nos amis. Et voilà que l'Afrique, depuis 90, est restée dans une bouillabaisse totale. On ne comprend rien.
Parce que c'est avec les réseaux sociaux que les citoyens occidentaux commencent pas comprendre que c'est l'Afrique qui nourrit le monde, que l'Afrique regorge des richesses, parce que par le passé, c'est leur système politique qui en bénéficie et qui les soutient, qui fait en sorte qu'ils sont puissants. Maintenant, c'est clair qu'ils viennent tous en Afrique, piller, voler pour leur survie. Et beaucoup nous disent, il faut vous battre. Beaucoup de Blancs sont contre ce qui se passe, contre le vol de nos matières premières. Il y en a beaucoup, on les côtoie. Ils voient parce qu'ils comprennent aujourd'hui ce qui se passe. Dans le temps, ils sont un peu dans l'ignorance. Ils sont un peu dans l'ignorance. Parce qu'ils disent, oh, le noir, qu'est-ce qu'il peut faire avec le pétrole? Donc, nous avons des usines, mais on peut créer aussi des usines en Afrique. Si les Africains commencent par créer des usines, c'est fini pour l'Europe. On va transformer nos matières premières sur place et on va les vendre cher. C'est comme ça devait être. Raison pour laquelle ils nous livrent une guerre pour que des intellectuels africains, des patriotes noirs n'arrivent pas au sommet de nos États. C'est pourquoi ils ont tué tout le monde. Ils ont assassiné Sylvanus Olympio. Pour ça. Et on le sait bien. Parce que Sylvanus Olympio voulait la souveraineté totale, économique et politique du Togo. Le premier coup d'État en Afrique. Donc, l'Amérique et la France vont assassiner Sylvanus Olympio parce qu'ils voulaient la souveraineté monétaire. Sylvanus Olympio a été assassiné. C'est tout récemment que les gens savent ce qui est Sylvanus Olympio. Même dans les grands débats panafricains, on ne parlait pas de Sylvanus Olympio. Quand ils ont commencé par mener le combat contre le franc CFA, on ne parlait pas de Sylvanus Olympio. Même Kémy Séba ne parlait pas de Sylvanus Olympio. Alors que Sylvanus Olympio est le père du combat contre le CFA. C'est lui le premier qui voulait s'en défaire du franc CFA. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'information. Et qui doit donner ces informations? C'est nous. C'est les Africains qui doivent parler de leurs problèmes. Il ne faut pas venir en Europe, rester là, aller au travail, faire la fête. Parlons de nos problèmes. On aura des gens, ils ont des cœurs humains comme nous. Même si par le passé, leurs ancêtres ont pratiqué la traite des Noirs, aujourd'hui, ces gens, ils comprennent que ce n'était pas bon. Les gens condamnent leurs grands-parents qui ont fait ça. Mais comme nous-mêmes, nous sommes là, à l'aise, sans chercher à se faire indemniser, sans chercher à se faire justice, on est tellement à l'aise. Les Africains, tu les appelles pour des conférences, ils ne viennent pas. Tu les appelles pour des marches, ils ne viennent pas. En 2020, j'ai organisé la marche pour la dignité de l'homme noir après l'assassinat de George Floyd. Je vous jure qu'on a eu plus de 1500 personnes. Je vous jure qu'au moins la moitié étaient des Blancs. Il y avait eu plus de Blancs. Je dis la moitié, même plus. Il y a plus de Suisses fribourgeois qui sont venus à cette marche. Mais ça fait pitié. L'homme noir, je ne comprends pas. Il faut quoi dans la tête de l'homme noir? Et on marchait. Les Africains sont dans des bars, en train de boire la bière. Les négros sont dans des bars autour du cortège. Depuis quand on marchait, les Africains sont assis dans les bars, regardant le cortège passer avec le grand panneau de George Floyd. Les Noirs ont crié, les Africains sont là en train de boire dans les bars et les Blancs sont là en train de s'agenouiller avec nous. C'est quoi ce peuple-là? Les Africains ne veulent pas s'instruire.
Ce n'est pas la faute encore aux Occidentaux. Eux, ils jouent leur jeu. Ils veulent leur survie. Mais il faut reconnaître une chose. Devant le blanc, quand tu lui montres que tu sais, que tu connais tes lois, il se replie tout de suite. Est-ce que la France n'a pas été éjectée au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Et c'est ça ce que Cheikh Anta Diop dit. À connaissance égale triomphe la vérité. Donc on doit s'instruire. On doit s'instruire, mes chers amis. Hein? On court derrière le matériel, l'argent, et on refuse de s'instruire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont permis de retrouver le passé de l'homme noir, le passé glorieux de l'homme noir. Et quand on enseigne ça, les Africains disent, oh, vous nous fatiguez avec votre question de Hotep là, vous nous fatiguez avec les pyramides, vous nous fatiguez avec les sarcophages. Hein? Moi, mon père n'a jamais été esclavagisé. Les Noirs disent même que l'esclavage ne m'a pas touché, que moi je ne suis pas esclave. On est esclave par participation. Historiquement, à travers la traite des Noirs, la colonisation, et le néocolonialisme continue. Nous sommes toujours esclaves. Et ça, c'est le système occidental qui continue pas dominer. Et tant que ce système est vainqueur, nous autres, nous sommes des victimes. C'est maintenant qu'on a commencé par parler. C'est maintenant qu'on a commencé par donner notre narratif. Et certains comprennent. C'est pourquoi ils viennent dans nos conférences, dans nos marches pour nous soutenir. Parce que le cœur humain est bon à sa naissance. Et c'est en se développant que l'homme, comme le dit Rousseau, devient corrompu. Devient corrompu. La preuve, c'est que si vous mettez des bébés blancs et noirs ensemble, ils s'amusent. Ils ne voient pas la différence. Ils s'amusent tellement. Jusqu'à même à l'âge de la jeunesse. Le clivage arrive au niveau où ils deviennent adultes. Parce qu'au niveau adulte, les chances ne sont plus les mêmes. L'homme brun a plus de privilèges de trouver du travail, hein, de s'en sortir. Et c'est là où l'homme noir comprend que il y a des limites en Occident pour toi. On a vu ça. On a vu des gens avec qui on a étudié, qui sont devenus des professeurs, des docteurs. Quand tu les vois, ils ne s'arrêtent même pas pour te saluer. Ah, ils font des signes comme ça. Vous n'êtes plus les mêmes. On a vu des noirs dans le quartier avec des blancs jouer ensemble, hein, jouer au foot, faire tout. Mais à l'âge adulte, non. Le blanc, il devient avocat, hein, il devient professeur, il devient tout. Il a la largesse. Parce qu'il doit remplacer. Il y a le grand remplacement. Il doit remplacer ses devanciers, ses parents. Mais toi, le noir, tu vas remplacer qui? Tes parents sont en Afrique. Nos présidents sont en Afrique. Nos postes sont en Afrique. C'est là qu'on doit remplacer le système. On ne vient pas remplacer le système occidental. Hein? Les noirs qu'on voit dans des banques, les noirs qui travaillent avec les blancs dans des postes regradés ne sont plus des noirs. Hein? Non, c'est des gens, c'est des blancs à peau noire, comme Barack Obama, pour devenir président. Il a dû montrer A plus B que sa peau ne veut rien dire, qu'il est américain. Il est américain, raison pour laquelle il a fait la guerre à Kadhafi, hein? Raison pour laquelle il a détruit l'Afrique. Hein? Mes chers amis, mais qu'est-ce que nous comprenons dans l'enjeu mondiaux, dans les 5 enjeux mondiaux, nous les Africains? Et quand on organise des soirées pour discuter, pour s'informer, pour se former, les Africains ne viennent pas.
Ils se retrouvent dans des bars, dans des boîtes de nuit, autour des barbecues. Maintenant même là, ils viennent même plus à ça parce que division, ils sont divisés, ils ne veulent plus se rencontrer les Noirs. Ah, je ne vais pas aller là-bas parce que je vais rencontrer mes adversaires, mes ennemis. Vous imaginez à quel niveau nous, en tant qu'Africains, nous sommes arrivés? Et tu vois ça dans tous les enclos coloniaux. Tu vas chez les Congolais, c'est la même chose. Il y a des gens qui n'aiment pas se voir à des rencontres. Tu vas chez les Togolais, oh, pire. Les Camerounais, eux, ils savent quand même camoufler les choses. Ils se retrouvent, peu importe les divisions, mais ouais. Hein? Non. Et encore, il y a le clivage religieux. Tu organises un truc, les musulmans noirs, ils ne viennent pas. Les musulmans noirs, ils ne viennent pas si toi, tu n'es pas musulman. Les musulmans noirs, là, ce n'est pas intérêt qui s'approche des autres noirs qui ne sont pas musulmans. Ce n'est pas intérêt. Ils viennent, s'ils ont des intérêts chez toi, je le dis, les musulmans noirs, ce n'est pas intérêt qui s'approche des noirs non musulmans. Je le dis et je le répète, parce que j'ai passé des années à les observer ici. J'ai un centre où je les vois venir tout le temps. Ce n'est pas intérêt qui s'approche de nous, les non-musulmans noirs. Quand ils trouvent leur bonheur, tout de suite, leur vie, c'est la mosquée, tout est cadré. Ils ne feront pas de fête pour t'inviter. C'est quoi ça? Plus de 12 ans, j'ai bossé ici en Suisse, à Fribourg, où je rencontre, j'accueille les migrants, j'accueille les Africains. J'accueille plus 80% des musulmans noirs. À leur fête, personne ne t'invite, sauf un, que je peux le dire, ivoirien, Abdou, qui, lors des fêtes de moutons, il achète et il partage, il va donner à tous les Africains, y compris les non-musulmans. Les autres t'invitent même pas chez eux. C'est qui ça? Et ils évitent de venir dans nos rencontres parce que, soi-disant, voilà, la bouffe peut-être que la louche ou bien la cuillère l'a servi de sauce de coche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les fêtes musulmanes, ils ne font pas pour ouvrir aux autres. Ils s'enferment dans... C'est eux, les musulmans, ensemble. Hein? Ce n'est pas intérêt qu'ils vont venir chez toi. Y compris les Maghrébins font la même chose. Ce n'est pas intérêt qui s'approche de nous. Une fois leur intérêt assouvi, bam, clivage. On préfère être musulman. C'est quoi ça? On est combattu par le même système. Regardez les Maghrébins. Regardez comment ils sont combattus partout. Mais ils préfèrent se dire blanc à l'occidental que de se dire blanc à l'africaine. Et quand tu parles avec eux tout de suite, ils veulent se montrer qu'ils sont plus intellectuels aux Africains noirs. Et c'est ça, le Maghrébin se compare toujours aux Africains noirs. Nous, au moins, au lieu de réfléchir et de comprendre que nous sommes combattus par le même système. Nous sommes combattus par le même système. Et au lieu de se mettre ensemble, sur tous les plans, que ce soit culturel, que ce soit politique, social, vous imaginez, et comment il s'appelle? Omontunde a dit un truc, que les Occidentaux se plaisent à organiser carnaval, tout ça là. Ce qui est beau lors de ces festivités, c'est les différences culturelles. Et il dit,
Si on pouvait donner la possibilité aux Africains d'organiser carnaval pour montrer les différences culturelles africaines, ça ne serait pas ce qu'ils font. Vous imaginez? Si je prends seulement le cas du Togo, le Togo regorge plus de 44 ethnies, 44 peuples. Déjà, quand on va aligner les différents peuples au Togo, 44 cultures différentes, vous imaginez déjà? Prenez Cameroun, je ne sais pas, on me dit plus de 800 ethnies, j'ose croire. Prenez Nigeria. C'est-à-dire qu'on va faire des groupes culturels, chaque culture qui va exprimer sa danse, son chant. Pour faire carnaval, on peut aligner tous les peuples africains d'ici, je ne sais pas quoi. C'est ça la force, et c'est dans l'unité. Et les Africains, c'est toujours division sur division. On lance un festival. Si tous les peuples africains, on ne parle même pas des peuples, ne serait-ce que les pays représentés dans la diaspora peuvent se représenter, mais non, quelle richesse culturelle. Mais ils ne sont pas organisés. On n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Et on se plaint. C'est dans cette organisation que nous pouvons trouver les clés pour libérer le continent africain, pour libérer le peuple africain. Pire encore, certains, les Africains d'outre-mer, français là, qui se croient français, des fois quand ils viennent à nos réunions, eux aussi veulent se montrer qu'ils sont meilleurs que nous, les Africains, du souche, du continent. Pire encore, les Afropéens, comment on les appelle, Suisses, quoi là, les Afro-descendants encore. Eux aussi, ils vont se croire dans une félicité parce qu'ils sont nés en Europe, en Suisse, en France, et voilà quoi, ils sont plus privilégiés que leurs tontons, machin, qui viennent du continent africain. Mes chers amis. Mes chers amis. C'est quoi cette histoire? Tout cela se passe parce qu'on ne connaît pas la valeur historique du peuple noir. Si on savait que l'Africain a existé plus de 10 000 ans seul sur Terre et a construit des civilisations jusqu'à l'apothéose de la civilisation égyptienne négroïde, c'est là notre dénominateur commun. Tout le peuple noir doit se retrouver dedans. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop dit que l'Africain ne peut pas se passer de son bastion historique qui est l'Égypte, qui est la civilisation égyptienne négroïde. Parce que nous tous, on se retrouve là, avant que les autres ne viennent nous détruire. L'Afrique a construit des pyramides. L'Afrique a inventé, a fait la science, la philosophie, tout ça là, avant les Occidentaux. Les Blancs sont venus étudier chez nos grands-parents noirs en Égypte et ils ont développé la connaissance pour éclairer leur latin en Occident. Au Moyen-Âge, mais non, c'est des sauvages en Europe. Eux-mêmes, ils le disent. Ce sont des sauvages, ce ne sont pas des humains. Par contre, en Afrique, il y avait des civilisations montantes. Joseph Kizerbo l'a montré. Au Moyen-Âge, l'Afrique était moralement, économiquement et politiquement en avant sur l'Europe. Donc, après tout, le contact avec le peuple noir, les Blancs ont appris beaucoup de choses chez nous. Ils ont appris le social, ils ont appris la justice, tout ça là.
Ils l'ont développé seulement à leur sauce, à leur manière. Beaucoup de Noirs esclaves sont des inventeurs. C'est eux qui ont trouvé des formules. Et on disait que les Blancs sont des chercheurs, nanani, nanana. Non, ce sont des esclaves. Des esclaves. Les chercheurs blancs dans le temps avaient des esclaves qui cherchaient pour eux, qui faisaient la science pour eux. Et une fois la formule trouvée, une fois l'invention accomplie, on mettait le nom du blanc là-dessus. L'exemple, c'est Jack Daniel. Jack Daniel, l'alcool, là. Jack Daniel, c'était le blanc qui a distillé le iodide de blanc. Il y avait le noir qui a distillé cet alcool. Et le blanc, lui, il a mis son nom là-dessus. Vous voyez ça? Donc, nous, les Africains, on ne peut pas se contenter de la connaissance que nous recevions aujourd'hui des Blancs, mais nous devons aller au-delà, parce qu'eux, ils l'ont reçu de nos grands-parents africains noirs. C'est ça, de nos grands-parents africains noirs. Donc, nous pouvons aussi aller à la source. C'est pourquoi au Monde Today ne se contentait pas que des livres occidentaux. Lui-même, il va acheter des portions de terre, fait des fouilles. Lui-même, il paye. L'homme noir doit comprendre que cette bataille a besoin de moyens. Cette bataille a besoin de moyens. Et ce n'est pas nous tous, en tant qu'Africains, qui devions courir derrière les Occidentaux. Il faut que certains aient la liberté de faire des recherches pour notre peuple. Voilà. Vous voyez? Déjà, ce que je suis en train de dire ici, les négros qui sont là, vous n'envoyez pas de cadeaux. Il n'y a personne qui fait des cadeaux. Même tapoter, tout ça là, vous ne faites pas. Vous n'envoyez pas de cadeaux. Vous ne soutenez pas le live. Ce n'est pas tous les Africains. Vous voyez ça? Je vais vous donner l'exemple. Moi, Kossivi Oyono, je suis arrivé en Suisse en 2007. J'ai fait mes études universitaires. Et poursuivi par Eyadémon, je me suis retrouvé ici. Avec le peu de connaissances que j'ai, aujourd'hui, je n'ai pas la connaissance occidentale. La connaissance que j'ai, c'est celle que j'ai eue au Togo, via mes professeurs. J'ai mis cette connaissance au service du peuple noir, ici en Suisse, à Fribourg. Et j'ai été, j'ai obtenu un poste me permettant d'être le carrefour des migrants. Et quand on parle des migrants, il y a beaucoup d'Africains noirs qui arrivent ici. Et ils venaient, donc je m'occupais de leur dossier, que ce soit pour chercher du travail, des logements, pour les orienter, tout ça là. Mais je ne gagne pas le salaire que eux, quand ils vont travailler pour les Blancs, gagnaient. Parce que je fais un travail social. Dans le social, on ne paie pas beaucoup. Mais je me contentais du peu de ce salaire, ne serait-ce que pour que je sois un phare pour le peuple noir, pour les migrants qui viennent. Parce que ces Noirs, ces Africains, quand ils ont certains besoins, quand ils vont chez les Blancs, non, c'est carré. On n'a même pas le temps. Tu dois prendre rendez-vous. Mais Kossivi, à n'importe quelle heure, tu m'appelles, que ce soit la nuit, quoi. Je vous dis, j'ai sacrifié ma vie. Même la nuit, ils téléphonaient. Les gens arrivaient, ils ne savent pas où dormir. On doit trouver où ils doivent dormir. Je rentrais toujours à la maison aux environs de 23h minuit. Parce que je dois être là. Sinon,
Le négro qui arrive, qui ne connaît rien, il va tomber dans des problèmes et on va dire encore que voilà un Africain qui est à la gare, qui dort à la gare. Voilà un Africain qui s'est retrouvé ici. On doit les orienter. Il y a des coins qu'on ne doit pas fréquenter en Europe. Vous le savez bien. On ne peut pas fréquenter tous les coins ici. Il y a des coins dangereux. Et quand tu n'es pas là pour orienter les Africains sautent dans tout. Hein? Les Africains sautent dans tout. Parce que quand tu es dans le besoin, tu acceptes tout. Même au diable, tu dis bienvenue. Et les Africains, quand ils arrivent ici, dans leur état de faiblesse, voilà, ils sont à la merci de tout, de tous les fléaux, de tous les fléaux. On a vu même des Africains épouser des Blancs racistes. Ça existe. Je vous le jure. Les Africains ont épousé des Blancs racistes. Le Blanc raciste, lui, il y a des Blancs racistes qui d'ailleurs, malgré l'état bizarre qu'ils sont, ils n'arrivent même pas à trouver des partenaires dans leur communauté. Et comme, voilà, les Africains arrivent ici dans leur position de faiblesse, voilà, ces Blancs racistes tombent sur eux. Ils vivent avec eux parce que dans la tête du Blanc, là, il a à la maison un serviteur ou une servante. Il lui fait la misère. Mais l'homme noir là, ou bien la femme noire, il est coincé là-bas. Parce qu'arrivé ici, il est en position de faiblesse. Je vous le jure. Les Noirs qui ont imposé certains Blancs en Afrique, jamais ces Blancs ne pouvaient pas venir à leur chevet. Non. Donc le système ici nous affaiblit. Quand tu arrives en Occident, le système t'affaiblit d'abord. Le système occidental, c'est ça. Vous arrivez en Europe, en Suisse, partout. Nous sommes affaiblis, nous sommes dépouillés de tout, même de nos valeurs. On devient coquille vide. Et quand tu deviens coquille vide, ça profite à qui? Aux Occidentaux. Ça profite à leur société. Sans les migrants, là je veux le dire fort, mais il ne faut pas que les gens pensent que je suis contre ou quoi. Hein? Sans les migrants en Occident, certains Blancs n'ont pas d'enfants. Sans les migrants, sans les Africains, certains Africains en Occident, certains Blancs vont vivre sans avoir des descendants. Ça, c'est clair. D'accord. Hein? Vous voyez ça? Oh, excusez-moi, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bon, mon frère, tu peux refaire la demande. Et il faut le dire. Moi, j'ai connu des femmes suisses qui ont dit effectivement, ils sont divorcés hein, avec l'homme noir, mais il a dit, sans mes enfants, je serais déjà suicidé. Voilà. Donc déjà, le fait de se mettre en couple avec des étrangers est une thérapie pour certains occidentaux. Après, ils ont des enfants, peu importe ce qui arrive, et qui divorcent le noir, qui tout quoi, ça là. Après tout, il vit parce qu'il a des enfants. Ces enfants grandissent. C'est beau de voir les enfants grandir. Ces enfants deviennent des personnes dans la société. Il est fier qu'on l'appelle maman, papa. Alors que sans le contact avec le migrant, ce dernier pouvait rester sans enfant. Il pouvait rester célibataire à vie. Donc, à nous de le dire, il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'on leur dise ça.
Notre présence ici n'est pas anodine. Notre présence ici comble des vides en Occident. Notre présence ici, c'est une thérapie pour certains Occidentaux, rejetés dans leur système. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont rejetés de leur système. L'Occident fonctionne en système. Et nous sommes des maillons faibles qui comblent ce vide-là à certains Occidentaux ici. Il faut le dire. Raison pour laquelle nous, les Africains, arrêtons le culte. C'est-à-dire quand on voit les Blancs, on a l'impression que c'est fini. Non! Peu importe si tu es dans un couple mixte, tu joues un rôle clé pour ce dernier. Tu joues un rôle clé pour ce dernier. On permet aux gens de vivre, de retrouver la joie de vivre ici. Mais est-ce qu'ils reconnaissent ça? Est-ce qu'ils reconnaissent ça? Hein? Qui sont ceux qui viennent dans nos réunions, dans nos soirées? C'est des Blancs pauvres. C'est des Blancs pauvres. Quand ils viennent, ils profitent de nos chaleurs, hein? De nos humeurs, de nos rires. Ils sont contents. Si on n'était pas là, beaucoup allaient se suicider déjà. Il y a eu des témoignages des Blancs et des Blanches que si je n'ai pas été en Afrique, peut-être que je serais déjà suicidé. Voilà. Donc, notre présence ici, peu importe, qu'on nous traite de sans-papiers, tout ça, là, machin, là, notre présence comble de vide ici. Raison pour laquelle nous devons nous battre. Se battre pour faire comprendre aux Occidentaux que le fait qu'on arrive ici et qu'ils nous dépouillent de toutes nos valeurs, et qu'ils nous rabaissent au rang d'un esclave, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. En réalité, comme Tikenja l'a chanté, ouvrir les frontières ne doivent pas être fermées. Non, les frontières ne doivent pas être fermées. On n'a pas besoin de visa pour voyager, en réalité, de pays en pays, on n'a pas besoin. La preuve, c'est qu'il y a eu des siècles et des siècles, il n'y avait pas ça. Les gens voyageaient comme ils pouvaient. On n'a pas besoin de visa. Et quand tu viens partout, tu dois avoir le droit de travailler. Le droit au travail doit être un droit universel. Hein? Les Blancs, vous arrivez en Afrique, vous pouvez tout faire. Nous, on arrive en Occident, ah non, tu n'as pas le droit de travailler. Les gens restent des années sans avoir l'autorisation de travailler. Parce que tu dois justifier ta présence en Occident. En Occident. Non. Mais leur système est conçu comme ça. C'est à nous, les Noirs, à nous, les migrants, de travailler pour déconstruire leur système. On doit arriver à les faire comprendre qu'on ne doit pas soumettre les gens au social. Beaucoup de migrants qui arrivent ici ont à l'esprit de venir travailler. Maintenant, on t'empêche de travailler des années, hein, on crée en toi la paresse. D'abord, on crée en toi la paresse. C'est ça. On crée en toi la paresse et tu vas ramasser les négativités de l'Occident jusqu'au moment où on t'autorise, on te donne ton titre de travail, ton titre de séjour. Là, tu as fait déjà des dégâts pas possibles. Celui qui ne travaille pas, vous voulez qu'il fasse quoi? Celui que vous maintenez, hein, je ne sais pas quoi, hein, inactif, il ne travaille pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et dans le temps, tu peux rester sans permis pendant 5 ans. 5 ans dans la vie de quelqu'un. Le CFC, c'est 3 ans pour avoir cette capacité d'avoir un diplôme seul
pour être éligible sur le marché du travail. Mais on te maintient, on vous empêche de travailler. Et pendant 5 ans, tu fais quoi? Tu vadrouilles, tu vas à gauche, tu vas dans des boîtes, tu deviens soulard. Beaucoup de migrants deviennent des alcoolos à cause de ça. Ils boivent des bières moins chères, toxiques, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Quelle bière ils vont au Déner? Il y a un magasin ensuite qui s'appelle Déner. C'est là où il y a la bière la moins chère. On appelle ça canette bleue. Canette bleue, c'est ce que les migrants boivent. Et les migrants tapent ces bières qui est à 0, combien là? 0,5. Ça fait pitié. Les gens boivent ça pendant, vous imaginez, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le temps qu'on leur donne, ils se régularisent. Mais ils sont foutus. Ils sont foutus. Donc, le système occidental est fait pour dévaloriser l'homme noir, les migrants d'abord. Vous comprenez? Le temps là, on pouvait mettre les gens en formation. Mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils vont dire, tu n'as pas le permis, tu n'as pas le séjour, donc tu ne peux pas bénéficier des choses, même des bourses. Des bourses, tu ne peux pas bénéficier. Même si tu te bats tout seul et que tu arrives à obtenir une autorisation de se former, si tu n'as pas la régularisation, tu ne peux pas bénéficier des bourses. Moi, j'avais commencé l'université avec un permis provisoire qu'ils appellent N. Je me suis battu en vain. Je n'ai pas eu de bourse. C'était dur. Tu ne peux pas y arriver. À un moment donné, on m'a dit, écoutez, tu n'es pas venu pour étudier. Tu es venu pour motif d'asile. Donc, tu dois prouver, à un moment donné, je devais prouver que je suis financièrement autonome avant qu'on ne renouvelle mon permis. Donc, tu dois aller travailler pour avoir ce qu'il faut. Donc, là, comment tu peux étudier? Ici, c'est permis que 15% de travail à côté d'une formation ou des études. Mais comme toi, en tant que migrant, tu dois prouver que tu es financièrement autonome pour qu'on renouvelle ton permis de séjour. Tu es obligé de travailler plus. Tu dois travailler plus de, je pense, 50%, voire au-delà. Ça péjore sur tes études. Tu ne peux pas. On a fait les preuves. Beaucoup ont fini par arrêter les études. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à finir les études en Occident et ici. Vous voyez? Parce que tu veux quand même rester. Tu veux garantir ton séjour. Tu veux faire quoi? Pour garantir ton séjour, on te dit que tu dois être financièrement autonome. Et voilà les fléaux que nous vivons en Occident. Donc, le système, c'est à nous de le dire. Le système est fait comme ça. Eux, les Occidentaux, ils créent leur système à leur avantage. Mais les dégâts que ça produit, des fois, ils sont pas au courant. Donc, nous devons le dire pour qu'ils comprennent. Il y a les jeunes migrants arrivent ici. Ils sont jeunes. C'est une force. Mais on les prive de permis de travail. Ces jeunes restent des années. Après, des fois, on les rejette. On va les renvoyer dans leur pays. La personne a déjà fait 3 ans, voire 5 ans. On rejette cette personne sans formation, rien du tout dans son pays. Il va devenir quoi? Alors que c'est plus simple de former les gens. Pendant que les migrants sont arrivés, on devait avoir le droit d'avoir des formations. Et si ton processus d'intégration ou bien d'asile n'aboutissait pas, au bout de 3 ans, tu peux partir avec un CFC. Oui, et quand on va dire à ces gens de retourner chez eux, mais un noir qui est formé en menuiserie occidentale, un noir qui est formé en électricien ici, un noir qui est formé
en sanitaire, un Noir qui est formé dans toutes les formations en Occident, et quand on lui dit de retourner chez lui parce que, voilà, son motif d'asile n'est pas acceptable, ou bien n'est pas accepté, il sera même fier de partir parce que, il va bénéficier un peu de soutien pour créer un emploi chez lui. Maintenant, on maintient ces gens 3 ans, 5 ans, sans formation, sans travail, on le prend pour le jeter dans son pays, mais il va devenir quoi là-bas? C'est ce que nous devons dire à ce système. On doit parler aux systèmes occidentaux, les dégâts que crée leur système. C'est bien qu'ils cherchent le protectionnisme. Ils veulent le bonheur de leur nation, de leurs concitoyens. Mais au même moment, voilà, ils cassent des œufs. On doit les monter quand même, les coquilles cassées. Ces coquilles cassées. Vous dites que l'Afrique est pauvre. Maintenant, les Africains arrivent, au lieu de les former, pour que quand ils retournent chez eux, ils peuvent créer des emplois. Non. On ne les forme pas. On les maintient encore dans la pauvreté ici. Parce qu'être au social, c'est être dans la pauvreté. Être dans la pauvreté. Et après, on dit non, rejet. On t'attrape de force, renvoi forcé. 10 à 15 policiers qui viennent, ils t'attrapent, ils t'attachent. L'Africain qui a peur de rentrer chez lui, c'est parce que, il se dit qu'il n'a plus la capacité d'œuvrer là-bas. Mais je vous jure, tous ceux qui on renvoie, s'ils ont la capacité d'arriver chez eux et de recréer ou bien de mettre en place des entreprises, des trucs, ils rentreront, beaucoup rentreront. Mais on ne nous prend pas sur l'angle-là. C'est qu'on veut te renvoyer, tu es devenu personne non grata, et on renvoie les gens de force. C'est fou. Hein? C'est fou, ça. Donc, nous, le travail que nous faisons ici, c'est ça. C'est pour éclairer les lanternes des Occidentaux de leur système que non, bien sûr, le système est conçu pour protéger leur peuple, mais ça fait des dégâts. On ne peut pas subir 400 ans d'esclavage, plus de 150 ans de colonisation et 60 ans de néocolonialisme, et qu'on arrive ici encore et qu'on nous maltraite. Les Africains qui arrivent en Occident sont peu. Hein. C'est un petit pourcentage qui arrive ici. Si vous voyez, beaucoup d'Africains restent en Afrique, dans les pays limitrophes, dans leurs pays qui sont en crise. Dans leurs pays qui sont en crise. Hein? Quand une crise génère ou arrive dans un État, pour que les gens fuient pour trouver refuge ailleurs, ça prend des années. Moi, j'ai quitté le Togo en 2004, mais je suis arrivé en Suisse en 2007. Voilà. Donc, j'ai fait d'autres parcours migratoires. Vous voyez? Donc, c'est faux cette histoire, soi-disant, les migrants envahissent l'Europe, tout ça là. Prenons le cas des Afghans. Les Afghans marchent pendant 3 ans. Ils quittent l'Afghanistan, ils vont en Iran. De l'Iran, ils traversent des forêts, à pied, avec à fond, des femmes enceintes, pour arriver, je ne sais pas où, en Turquie. De Turquie, ils font tout les misères possibles pour arriver en Grèce. La Grèce, oh mon Dieu, ils vont encore traverser des pays, je ne sais pas quoi, Croatie, c'est qu'on sort, pour arriver en... Mais non! Et ces gens arrivent ici, on les maintient encore inactifs. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça ne contribue pas. Ça ne contribue pas à notre développement. Le fait de nous maintenir des années sans permis de séjour, sans travail, crée
en nous tellement de paresse. Même si après, tu rebondis, tu as des séquelles qui te suivent. Hein. Les gens finissent par se mettre dans des couples, comment dit-on, contre leur volonté. Ils font des enfants contre leur gré. Et voilà. Et après, ils veulent se sentir libres. Ils veulent se sentir libres. Voilà. Ces couples ne marchent pas. Et puis il y a la guerre. Parce que la machine occidentale rentre dedans. Ah ouais, problème de quoi là? Comment ils appellent ça? Droit de visite de l'enfant, tout ça là. Et on ne voit que l'Occident, l'occidental. Toujours le système se met toujours du côté des nationaux. Je prends le cas d'un Noir qui fait un enfant avec une Suisse. Quand il arrive en séparation, tout de suite, les clichés tombent. Ah, c'est mariage blanc. Ah, la femme va mentir, dit tout. Et tout ce qu'il dit, voilà, comme ce sont des clichés. Ouais, l'homme noir ne respecte pas les femmes. Tout ça là, ça s'aligne. Et là, tu reçois, tu reçois des frappes. On dirait la Russie contre l'Ukraine. Tu reçois des choses et tu es atteint dans ta dignité. Ça fait pleurer. C'est à ce moment qu'on va te montrer que tu vaux rien, que tu étais un esclave en Occident. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je me suis dit, mais tout ce que tu dis, ils n'écoutent pas. Et ils n'écoutent pas parce qu'ils ont déjà une idée arrêtée. Le juge a déjà une idée arrêtée, il reçoit le dossier. Ah ouais, c'est un Noir, une Suisse. Ah, il y a déjà des idées arrêtées. Voilà, ils doivent protéger leur tu peux dire quoi? Leurs citoyens. Et c'est là où tu vas comprendre que tu as beau être régularisé, tu as beau exister ici, tu valais rien. Tu valais rien. On pouvait t'attraper, on a mis des gens en prison pour rien du tout. Moi, il y a mon oncle, on l'a mis en prison ici, à Fribourg, parce qu'une fille suisse, après une boîte de nuit, ne pouvait pas aller chez elle. Cette fille l'a accompagnée chez lui, dans sa chambre étudiant. Après tout quoi, la fille a porté plainte que l'on a insisté à le draguer. Et c'est sorti dans la liberté. Vous pouvez aller chercher. On a dit un Togolais dragueur insistant. Insistant. On n'a pas dit qu'il a violé. Il a insisté dans la drague et ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. C'est dans les archives fribourgeoises ici. Ils l'ont mis en prison pour ça. Ouais. Voilà. Je me demande si, quand on drague, je ne sais pas, quand on vit des questions, on insiste un peu, mais ce n'est pas, mais on ne comprend rien. On ne comprend rien dans ce monde. Dragueur insistant, quand on met en prison. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, les Africains, c'est nous qui devons comprendre que ce système nous combat. Donc, maintenant, on doit développer des résistances. On doit essayer de faire comprendre au système ici les méfaits de leurs lois, tout ça là. Pour se marier en Suisse, en Occident, ça prend des années. Il faut au moins une année d'enquête. Une année. Ils disent, ouais, maintenant, bon, ouais, faites des dossiers, vous devez payer. Et on paye pour que on envoie un Suisse aller dans nos pays là d'origine. Fais des enquêtes, si tu n'es pas marié, tu es quoi, non. Et ça, au bout d'1 an, et après, on vous autorise le mariage.
Vous imaginez que ce mariage a encore de sens? Ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on te fait souffrir. Alors que toi, tu as rencontré une Suisse, une Française, hein, je ne sais quoi, dans la joie. Vous êtes heureux de vous marier. Maintenant, le système va montrer aux partenaires européens, suisses, que toi, tu es une personne non grata. Ils vont commencer par déjà tous les documents qui demandent, des entretiens, tout ça. Je sais que c'est normal de demander tout ça là. Mais ils vont plus loin. Entre les Suisses qui se marient, ça va vite. Mais entre un Suisse et un étranger, ça va prendre une année. Parce qu'il faut faire des enquêtes, tout ça là. Moi, j'aimerais me marier. Je me suis marié une fois. On est parti à l'état civil. Ah, j'ai oublié la dame là, oh, le noir là. La dame qui s'occupait là-bas. Son nom était venu tout de suite, mais c'est parti. On arrivait pour donner les dossiers. Ah, il faut que son nom arrive. On doit leur dire une fois tout ce qu'on a vécu ici. La dame dit à ma femme, ah, madame, vous savez que ces gens-là, des fois, ils ne savent pas leurs identités. Devant moi, il dit à ma femme, Blanche, vous savez, ah, des fois, ces gens, c'est comme ça il dit, hein, ces gens-là ne savent pas leur identité. Mais nom de Dieu, vous imaginez ça? Hein? Des fois, vous déposez les dossiers, on ne vous appelle pas, tu téléphones, ils disent qu'ils ne savent pas où se trouve le dossier, c'est maintenant qu'ils vont commencer le dossier. Mais c'est incroyable ce que nous vivons. C'est incroyable. Hein? Et ils veulent que, ça arrive qu'on nous met tous même dans une même corbeille. D'abord, tu es noir, vous êtes les mêmes. On n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Dans le peuple noir, il y a des éclairés aussi, qu'on doit aider à être des lanternes pour leur peuple. Moi, quand j'ai le dossier des Africains, je sais vite comment le traiter. Je sais vite comment les orienter. Mais on ne veut pas, hein, que nous soyons, hein, ces travailleurs sociaux. Ne serait-ce que même pour le peuple, pour nos ressortissants. Ils veulent que nous tous, on aille faire des travaux subalternes. Tout le monde est fatigué, on ne réfléchit plus. C'est ça. Hein? La classe moyenne ici est bombée des migrants. Même des docteurs migrants, tout ça, ils sont dedans. Ceux qui doivent être là, réfléchir, créer des activités permettant aux autres de réfléchir pour même implémenter, hein, des actions pour aider leur pays d'origine, pour sortir nos pays de la dictature, tout ça là. Non, on va nous serrer tous. C'est ça qui fait que les Africains, ils n'arrivent pas. On n'arrive pas. Tout le monde va travailler durement. À la fin de week-end, tout le monde est fatigué. Qui va réfléchir pour faire quoi que ce soit? On est obligé toujours d'aller là où, voilà. Les gens libres proposent des activités et des fois même qui ne nous correspondent pas. On est là, on rigole, on fait semblant de rigoler et puis après, c'est fini. Vous voyez que beaucoup d'activités, même quand l'État propose, on ne voit pas les migrants, on ne voit pas les Africains, parce qu'on ne nous demande pas, on ne demande pas notre avis, on nous planque les choses. En matière d'intégration, comme ils disent, l'assimilation. Et depuis comment nous pouvons avoir du temps pour réfléchir, pour trouver les stratégies de faire en sorte que les conflits dans nos États cessent. Lors des indépendances, les Africains étudiants en Europe, c'est eux qui se sont mis ensemble pour aller se battre sur le continent africain afin d'obtenir les indépendances. Et nous, maintenant, les réfugiés africains ici, on doit faire le même travail. On ne doit pas venir ici vivre dans le confort occidental.
ça devait être un passage dans le désert où nous devons prendre un temps soit peu, réfléchir, trouver des moyens pour aller combattre la dictature, pour aller éteindre l'appauvrissement du continent africain. Et nous le savons bien. Le franc CFA qui détruit plus de 14 pays en Afrique. Mais il y a beaucoup de Noirs en France. Je ne sais pas combien de Noirs en France. Il y a tellement de Noirs en France qui ne font rien pour peser contre le système français, pour que le franc CFA cesse d'être une monnaie de misère pour nos États. Parce que le système les a broyés. Les gens n'ont pas le temps d'aller même écouter, d'aller même se former. Tu dois courir pour trouver le minimum vital. Vous voyez? Donc, le travail qui nous incombe, nous lançons un appel aux frères et sœurs africains que un adage le dit en Afrique. C'est toi-même qui dois porter ton problème sur le genou avant que Dieu ne t'aide à le poser sur la tête. Hein? Vous voyez, n'oublions pas, les Occidentaux, si vous ne comprenez pas, en Afrique, nous, on porte souvent beaucoup de choses sur la tête. Donc, des fois, avant d'arriver à la tête, tu dois pouvoir le mettre sur les genoux et d'un bond, tu mets sur la tête. Et on dit souvent que, c'est-à-dire que tu dois essayer et par providence, tu vas réussir. Donc, les Africains, nous-mêmes, nous devons nous organiser. Nous devons avoir des espaces de rencontre. On n'a même pas d'espace. Vous imaginez, on fait nos projets, difficilement on nous finance. Voilà, il y a ça aussi, blocage. Les Africains ne peuvent pas avoir un centre culturel. On ne peut pas avoir notre propre bibliothèque. Hein? Nous, on doit même avoir notre école pour enseigner l'Afrique, hein, aux enfants, aux descendants africains ici, pour éviter leur acculturation totale. Parce que si les Occidentaux veulent que les Africains, le mouvement migratoire cesse, on doit former les migrants ici à combattre le mouvement migratoire. C'est ça. C'est nous. Si nous allons vers les Africains, nous leur disons, écoutez, l'Afrique est riche, vous n'avez pas besoin de partir. On fait des projets pour les occuper sur le terrain, ils seront plus confiants. Parce que c'est un noir qui est parti en Occident, entre guillemets, qu'on pensait paradis, qui revient dire que non, n'allez pas. Venez, on reste sur place. Et nous devons aussi avoir cette capacité de retourner sur le territoire. Moi, en tant que Kosivi, je fais un projet qui est financé et que je retourne chez moi. Et que j'implante ce projet. Et que je dis aux Togolais, c'est un Togolais, ça ne sert à rien de partir, d'emprunter la voie migratoire. On peut se développer ici. Ils seront fiers d'être là-bas. Ils ne vont pas se dire, ouais, je vais traverser le désert, arriver chez les Maghrébins avec tout ce qu'on subit là-bas, prendre la mer pour arriver ici. Non. Non. C'est un faux problème. Les solutions que l'Occident trouve pour endiguer le problème migratoire, en donnant l'argent aux pays maghrébins de tout faire pour bloquer les Noirs qui passent, pour bloquer ça. C'est un faux problème. La preuve, c'est que, je vous donne l'exemple du Togo. Le Togo, c'est un pays qui d'abord a été colonisé par l'Allemagne. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, il a perdu ses colonies, donc elle a perdu le Togo. Pour rester loyal aux Togolais, l'Allemagne ne demandait pas de visa aux Togolais pour aller en Allemagne. Mais les Togolais, dans le temps, quand on n'avait pas de problème, il n'y a personne, aucun Togolais ne partait en Allemagne. On pouvait seulement acheter le billet d'avion, pam, on va en Allemagne. Il y a les Nigériens, les Ghanéens qui venaient faire des passeports togolais pour partir en Allemagne. Les Togolais, on se sentait bien. Dans les années 80, 80, comme on dit en Suisse, il n'y a personne qui partait.
En 1990, dans les années 90, la grève est arrivée au Togo, démocratie, le vent de la démocratie a échoué, alors il y a une crise politique, les Togolais voulaient fuir en Allemagne, l'Allemagne a changé de truc là, de système, maintenant l'Allemagne demande le visa. Vous voyez? Voilà, l'Allemagne demande le visa. Ce que je veux dire par là, c'est que pour cerner le problème migratoire, il suffit de démocratiser tous les pays. Les pays en crise aujourd'hui, on doit travailler en sorte que chaque citoyen se sente mieux chez lui. Il ne partira pas de chez lui pour venir se chercher ailleurs. Et c'est ça que les Occidentaux ne font pas. Ils maintiennent les crises dans nos pays. Ils maintiennent nos dictateurs au pouvoir. Au Togo, ça fait 60 ans de dictature qui est maintenue par l'Occident. Et vous voulez que les Togolais fassent quoi? Le gars, il tue les Togolais en désordre. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Le mois passé, le régime a tué des enfants de moins de 25 ans qui sont sortis pour réclamer leurs droits. On les tuait comme ça. Ils venaient l'attraper, ils le battaient jusqu'à mort. On battait ces gens jusqu'à mort. Aucun journal occidental en a parlé. Aujourd'hui, à Genève, il y a des conférences. Et des ressortissants de ces pays de dictature sont là. Aucun mouvement, aucune arrestation. Des gens qu'on peut qualifier de crimes contre l'humanité, d'auteurs. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais le système occidental, mais on en a marre. On a l'impression que les gens là, ils font semblant de ne rien comprendre. Ils font semblant de ne rien comprendre. Ils préfèrent les crises dans les autres États parce que l'afflux migratoire est bénéfique à leur pays. Dans les usines ici, on a une usine ici qui s'appelle Mikarna. Apparemment, on me dit plus de 1000 travailleurs et au moins 900, plus de 900 sont des migrants. Et il faut voir les Africains là-bas. Ouais, c'est cette force valide que l'Occident met en avant. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Comment nous, ici en Suisse par exemple, la Suisse est un pays de droits de l'homme. Donc on respecte les droits des gens, tout ça là. Et au même moment, la Suisse a des accords avec le Togo qui est un pays dictatorial, dont le gouvernement martyrise, tue, enlève, maltraite son peuple. C'est non-sens. C'est non-sens. Le nœud du problème est là. On doit tout faire pour que l'ONU ait une autre mission de combattre la mauvaise gouvernance. Parce que un gouvernement qui ne travaille pas bien est jugé par sa population. Ici en Suisse, on ne voit pas la population suisse faire des marches contre les conseils fédéraux, contre les députés, leurs autorités. Non, parce que tout fonctionne bien. Dans les pays où les peuples sortent pour crier, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et ça doit interpeller les pays dits démocratiques. Et là, on doit vite éteindre le feu avant qu'il ne soit trop tard. Vous laissez des dictatures, plus de 60 ans. Et vous voulez avoir quoi comme résultat? Vous avez les civils comme ça, ici en Suisse.
Vous avez pas mal de personnes ici. Hein? Non. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la traite des êtres humains. Et j'en profite parce que je dirige une ONG qui milite pour les droits de l'homme. Et la question de traite des êtres humains, on le comprend parce que traite des êtres humains, il y a beaucoup d'aspects, parce qu'on peut parler d'exploitation même sexuelle, qui se passe aujourd'hui dans les pays maghrébins. Beaucoup d'Africains qui essaient de passer par là pour venir en Europe sont attrapés, maintenus dans des maisons closes et on les fait livrer à la prostitution parce que tous leurs papiers les ont été retirés. Tous les papiers les ont été retirés. Vous voyez, tous les papiers les ont été retirés et ils ne peuvent plus rien faire parce que si tu sors et que la police maghrébine tombe sur toi, tu es foutu, on te prend comme ça, on va jeter dans le désert. Donc tu as peur, tu ne sors pas, tu restes dans cette maison et tous ces aladis-là, tous ces Arabes viennent profiter de toi. Et il y a un proxénète qui est là, qui prend l'argent. Donc aujourd'hui, il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Les sévices que vivent les Noirs dans des pays maghrébins, Algérie, Tunisie, Maroc, ça c'est monnaie courante. Exploitation sexuelle. Même en Europe et en Occident, ici, on a ça encore. Il y a encore ça, ici. Donc on va parler de prostitution forcée. On va forcer les gens à se prostituer. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on dénonce. Travail forcé aussi, il y a le travail forcé qui continue. Il y a des gens qui, voilà, maintiennent leurs frères dans ce système, trafic d'organes, tout ça là, mariage forcé. Il y a des mariages forcés qui sont des maltraitances, des traites d'êtres humains. Vous voyez ça? Et des fois, le système occidental, voilà, envoie les migrants à s'orienter dans ces choses-là. Parce que tu veux chercher tellement ta liberté que tu vas s'orienter dans toutes les voies possibles pour rester en Europe. La mendicité forcée. Il y en a ça aussi, des gens qui, on voit, des gens qui fuient des pays à haute tension, qui ne peuvent plus rien, ils vont mendier. Donc, cette journée est décrétée journée contre la traite des êtres humains et ça m'a parlé. J'ai eu le temps de décortiquer cette journée ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent monter dans le live, mais je crois qu'il y a des gens, certains qui ont essayé de demander, mais qui sont repartis. Vous voyez, ça c'est un sujet très important. On parle de la traite des êtres humains et notre peuple a vécu 400 ans d'esclavage, de traite du peuple noir. Les Noirs là sont dans le live là, ils montent même pas pour donner des contributions. Ils passent, ils tapotent pas, ils font pas de cadeaux. Alors que on va voir tout de suite les Blancs, quand ils vont rentrer, ils vont approuver, ils vont donner des contributions. Mais c'est ce peuple-là même là, franchement, quoi, je sais pas notre peuple, quoi. Il y a, comment il s'appelle? Et Fanon qui disait franchement que l'homme noir, en réalité, doit vivre avec un psychologue chaque jour, vu ce qu'il a subi, l'esclavage, la colonisation et ce qu'il subit encore. L'homme noir, en gros, doit se faire consulter chaque jour par un psychologue.
C'est lourd ce que nous avons vécu et aujourd'hui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel à travers les Noirs de la diaspora qui doivent s'organiser. Pas que pour mieux vivre dans la diaspora, non, non, non. Parce que notre force, c'est l'Afrique. Si on n'a pas des États forts qui nous protègent, c'est ça, on fera tout de nous. Ça, c'est clair. La Chine était au même rang que les Africains. La Chine était au même rang que les Africains. Il y a des années où le Cameroun nourrissait la Chine. Le Cameroun envoyait du sucre, du vivre en Chine. Ouais, aujourd'hui, c'est la Chine qui envoie la technologie au Cameroun. Voilà, vous comprenez. Donc, les Chinois ont été moqués, aussi comme nous. Mais quand ils ont fini par créer un État, ils sont protégés, ils sont en sécurité. C'est ça que nous devons chercher. C'est ça. On doit avoir des États en Afrique. Aujourd'hui, comme le Burkina Faso, vous voyez, les États de l'AES, Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, si tu es burkinabé, tu es content. Partout où tu es content. Tu sais que tu as un président. Tu as un État. Ouais. J'ose croire que si quelqu'un fait du mal à un burkinabé, ce monsieur va réagir. Mais les autres, hein? Les autres, ils s'en foutent. Hein? On a des Africains qui sont maltraités dans les Maghreb. Personne, des Érythréens. Hein? À qui on arrête des organes dans les pays arabes au Maghreb là-bas. Hein? Ils sont tués, maltraités. Le pays n'a jamais fait un communiqué. Ce pays, mais non. Hein? C'est fou. Ça, c'est fou. Et là, c'est notre résistance qui commence face au système occidental qui nous broie. Hein? Nous devons pleurer, nous devons verser des larmes. Donc, nos lives, ce sont des larmes d'amertume que nous voulons que les décideurs des pays occidentaux comprennent, sachent ce que nous vivons de mal chez eux et que nous voulons vraiment être libres, mais être libres chez nous. Être libre chez nous. Il y a un fait en Afrique, une attitude sage des Africains que j'aime beaucoup, c'est que des fois, il y a un enfant, tu es dans la maison, comme ça, un enfant court en pleurant, il rentre chez toi. Il saute dans ta chambre. Pourquoi? Il se fait tabasser par sa mère ou son père. Et là, les Africains le savent. Quand un enfant court, rentre dans la maison de quelqu'un, ils ne continuent pas, ils abandonnent. Donc, le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il le fait asseoir, il prend soin de l'enfant, il lui donne même à manger des fois, il le laisse se calmer. Des fois, l'enfant dort. Et quand l'enfant est réveillé, le propriétaire de la maison, il prend l'enfant par la main et il l'amène chez ses parents. Sans rien dire. Cette crise est résolue. Hein? Sans parler, sans demander pourquoi, c'est fini. Vous voyez? Et c'est comme ça les Occidentaux devaient faire. Quand les migrants arrivent chez vous, mais j'aurais préféré qu'on nous prenne tous, que la Suisse par exemple, hein, que voilà, les conseillers fédéraux là, nous amènent chez nous. Il ne faut pas laisser les policiers formés dans la torture là, du barbarisme là, force les gens, les attachent, faire ce qu'on appelle renvoi forcé. Non, il ne fallait pas qu'on ait des renvois forcés.
Quand vous avez une population, je prends le cas des Érythréens qui sont beaucoup en Suisse. La Suisse devait aller enquêter en Érythrée, qu'est-ce qui ne va pas? Et devait travailler pour résoudre ce problème à la base. Et non d'être là en accueillant les Érythréens. Et puis, au lieu de les régulariser, on va donner permis F, qui est un permis quand même provisoire, qui ne te donne pas tous les droits. Hein? Les gens restent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais non, il faut trouver notre moyen de résoudre le problème migratoire. Et ça, j'aimerais en parler et toucher aussi certaines autorités, certains politiques, parce que la solution qui prône pour résoudre le problème migratoire n'est pas la bonne. On devait nous demander, que pensons-vous les migrants? Comment faire? Moi, si on me demande, qu'est-ce que l'Occident peut faire pour que les Togolais ne sortent plus chez eux pour aller demander l'asile ailleurs? Mais c'est vite trouvé. Il faut dégager le dictateur de 60 ans au pouvoir. Il faut arrêter tous les accords avec ce pays. Il faut affaiblir ce dictateur. Il faut aller le dégager. Il a déjà commis le crime contre l'humanité. Ils ont tué pas combien de Togolais. Il faut voir ça. Il ne faut pas attendre quand ils perdent l'immunité diplomatique avant de les attaquer. On a eu des ambassadeurs dans des pays occidentaux qui étaient des commandants qui ont assassiné, qui ont tué des citoyens et après ils sont devenus ambassadeurs dans des pays démocratiques et soi-disant qu'ils sont protégés par l'immunité diplomatique, on ne peut rien contre eux. Mais c'est abominable. C'est abominable. On ne peut pas laisser un président torpiller, tuer, violenter ses citoyens, soi-disant qu'ils bénéficient d'immunité diplomatique. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, l'Europe ou l'Occident doit revoir ses notes, doit revoir les lois qu'ils ont créées. Même s'ils disent qu'il n'y a pas d'ingérence, non. Là où on doit faire le bien, on doit s'ingérer. Là où on doit faire le bien. Aller dégager des dictateurs, c'est faire du bien à une nation. Ça, c'est clair. C'est faire du bien à des citoyens. On ne peut pas laisser un dictateur qui tue. Et les chiffres, on en voit toujours à l'ONU et rien ne se fait. Donc, je vais conclure ce live en ce terme pour dire aux Africains que nous devons nous rassembler. Parce que nous devons constituer aussi une force. Ici, quand on dit de faire des marches, on doit sortir en nombre pour qu'ils comprennent ici qu'il y a un problème. On doit écrire, on doit interpeller les décideurs suisses occidentaux pour qu'ils touchent du doigt nos problèmes. Parce que nos problèmes ne sont pas dans leurs agendas. Donc, on doit créer dans leurs agendas des places pour nos problèmes. Vous voyez? Mais si nous sommes absents, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour nous. Donc, je pense que les Africains doivent comprendre ça. Ce jour, qui est la journée mondiale contre la traite des êtres humains, nous pensons à ces siècles de 400 ans d'esclavage, à ces années de plus de 150 ans de colonisation et à ces périodes du néocolonialisme qui nous chassent de nos territoires. Et nous devons prendre des résolutions à travailler pour que ça cesse. Mais
Les Blancs ne viendront pas résoudre ces problèmes pour nous. C'est à nous de faire comprendre ou bien de dire aux médecins là où ça fait mal. Raison pour laquelle j'alimente ces lives pour parler de là où ça nous fait mal. Et je crois que s'il y a des gens qui ont écouté, qui ont entendu, on dit chez nous, d'où mignon me soit peur. Hein? Être bien chez l'autre n'est pas mieux que d'être chez soi. Tout le monde a besoin d'être chez soi. Notre travail, notre présence ici doit avoir comme comment dire l'expression, hein? Voilà, on doit avoir l'objectif que notre présence ici doit concourir à libérer nos pays d'origine. C'est ça. Si on est venu ici comme requérant, demandeur d'asile, réfugié, un réfugié, c'est quelqu'un, à un moment donné, doit retourner chez lui. Mais si on vient ici et qu'on se sent dans le confort, et qu'on refuse de thématiser les stratégies pouvant nous permettre un beau jour de retourner chez nous, là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est fini. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Vous imaginez, depuis 90, certains Togolais ont quitté le Togo. Ça fait plus de 35 ans, ils sont en exil. Ils ne sont jamais retournés chez eux. Ils sont perdus. Voilà. Donc, à nous de travailler pour que nous puissions retrouver notre propre liberté. Et je conseille, ou j'en lance un appel à tous les Africains que nous devons nous retrouver. Raison pour laquelle déjà, ce samedi le 2, on a une conférence ici à la route de la Fonderie 6 pour faire le bilan de notre combat panafricain et togolais. Donc tous les Africains et amis sont invités pour réfléchir avec nous sur les méthodes pouvant nous permettre de désamorcer la dictature en Afrique. Et le cas du Togo est à l'honneur ce samedi à 16h30. Vous êtes invités. Sortez et ayez ce courage au moins de venir écouter, s'informer et se former, car sans formation, aucun résultat positif. Tchekata Diop le dit, à connaissance égale, triomphe la vérité. Merci et à la prochaine.